Radio Rec, Radio Rec, Radio Rec, Radio Rec. It's on air. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans Politiquement Incorrect. Au sommaire de l'émission de ce soir, le réquisitoire. Vous le savez, chaque semaine, nos chroniqueurs prennent position sur un événement d'actualité ou de société. Plus que jamais, cette rubrique porte bien son nom puisque ce soir, nous parlerons de Jacqueline Sauvage. Cette femme avait tué son mari violent et avait été condamnée à 10 ans de prison. François Hollande, le président de la République, a décidé de lui accorder la grâce présidentielle. Quelles conséquences, quelles procédures, nous reviendrons sur cette affaire, mais aussi sur ses impacts pour la société. Et vous, qu'en pensez-vous? On attend vos témoignages et réactions sur les réseaux sociaux, Twitter et Facebook. Dans la seconde partie de cette émission, nous ferons notre suivi d'actualité, comme assez régulièrement. Nous reviendrons sur des sujets évoqués précédemment et qui sont de nouveau dans l'actualité. La fameuse remontée de fil autorisée pour les motards depuis le 1er février, mais aussi l'entrée d'Alain Finkielkraut à l'Académie française ou encore la proposition du gouvernement pour l'indemnisation des demandeurs d'emploi. Le mois de février ne fait que commencer. Enfin, coup de projecteur sur notre monde cinématographique. Le thème de ce soir est le cinéma comme marqueur social. Quelle réalité et quel fantasme autour de cette question? Sommes-nous face à un effet Dieu système? Débat et éléments de réponse ce soir. Politiquement incorrect numéro 111, c'est parti. Politiquement incorrect. Le jeudi sur Radio Rec. Présenté par Nicolas. Et nous sommes présents ce soir pour une nouvelle émission. Messieurs, bonsoir. Bonsoir Nelson. Bonsoir Nico. Bonsoir Marc. Bonsoir. Et bonsoir Baptiste. Bonsoir. Comme d'habitude, nous serons assistés dans cette émission par Olivia qui gère notre communication interne au studio et c'est un élément très important. Un jour peut-être interviendra-t-elle directement à l'antenne ou peut-être ce soir pour défendre un point de vue. Je m'excuse au préalable pour cette voix un petit peu chancelante ce soir. Voilà, bon bah c'est le mois de février, on n'y peut rien, c'est la période de... Non, pas de gastro. J'étais sûr que tu allais me la sortir, mais non, pas de gastro, mais voilà. La voix, elle, est sortie de mon corps et voilà, bon, elle revient, mais tout va bien. Messieurs, nous allons commencer avec notre premier sujet de ce soir. Nous allons nous demander, nous allons nous poser des questions sur la grâce présidentielle de Jacqueline Sauvage. On y vient tout de suite. Voilà, la grâce présidentielle de Jacqueline Sauvage. On rappelle le contexte de cette grâce présidentielle. François Hollande a le pouvoir en tant que président de la République de gracier les personnes qui le souhaitent. Quelque chose pour lequel d'ailleurs le président de la République n'est pas spécialement pour à la base. Et il a un petit peu surpris, la demande était faite, mais en graciant cette femme, Jacqueline Sauvage, qui a été accusée, qui a tué son mari avec préméditation parce que celui-ci était violent et effectivement la femme âgée aujourd'hui de 68 ans normalement était tout simplement condamnée à faire 10 ans de prison. Eh bien, ce ne sera pas le cas. On s'interroge ce soir, fallait-il gracier Jacqueline Sauvage? Jacques, j'allais t'appeler non. Marc. Jacques, alors non, c'est pas encore moi. Juridiquement, le crime par préméditation est condamné, est condamnable, etc. Moi, je m'interroge toujours sur le fait que le droit est quelque chose qui est bon pour maintenir la cohérence d'une société, bien évidemment, et qu'après ça rentre dans les mentalités. De fait, on ne réfléchit pas avant de savoir si c'est bien ou mal, mais des fois, le droit fait en sorte que ça nous conditionne à dire est-ce qu'il faut que je fasse ça ou non, et moralement, ça en devient ce qu'on peut penser. Alors j'ai un peu enfumé en disant ça, tout simplement pour dire que je trouve que le droit est une norme qu'il faut bien évidemment garder, mais à laquelle on devrait ajouter des circonstances qui sont dites des fois atténuantes, mais qui ne sont pas en tant que telles, parce que des fois on n'accepte pas certaines revendications. Je trouve que, comme le dit souvent Michel Onfray dans un traité qui s'appelle Politique du rebelle, il dit la justice dit le droit, mais pas forcément le vrai et le juste. Et je trouve que c'est ça qui est dérangeant, c'est quand on sait qu'une femme se fait violemment agresser depuis 40 ans, on sait très bien aussi que c'est pas aussi facile de dire elle aurait dû le faire avant. Des fois il y a des choses dans la vie
de couple ou dans la vie sociale qui fait qu'on ne peut pas, on n'ose pas, en tout cas, aller porter plainte ou faire condamner son mari par peur de représailles. Donc je pense que là, la grâce présidentielle était juste, il fallait le faire. Mais j'attends de voir pour d'autres cas où souvent on voit qu'il y a des violences conjugales qui sont faites depuis des années et qui ne nécessitent pas, en tout cas qui ne donnent pas lieu à une grâce présidentielle. Donc moi, évidemment, je suis pour parce que je considère que le droit ne se suffit pas à lui-même, qu'il faut il faut des à côté. Et là, les à côté, c'était 40 ans de violence faite à sa femme. Et donc je trouve que ce crime est totalement légitime. Et non pas légal, mais en tout cas légitime. Nelson, tu souhaitais réagir ? Non, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Marc. Maintenant, il y a un autre problème derrière ça, c'est le problème de la violence conjugale. Au bout d'un moment, si tu fais rien pendant que tu te fais taper et que tu finis par le tuer 40 ans plus tard, effectivement, c'est un peu tard. Les circonstances atténuantes, j'aurais tendance à dire que je suis pour, mais pour moi, le problème il est plus profond que ça. C'est ce on en a parlé en plus quand Moïse était encore là. C'est un problème du mec qui tape sa femme. Tu vois, elle l'aurait pas tué si jamais il l'avait pas tapé. Il faut du problème que ça reste ça. Maintenant, s'il y a bien une occasion pour laquelle François Hollande, le président, peut agir. Comment on appelle ça, pour la grâce, le domaine de la grâce présidentielle, c'est typiquement ce genre de situation. C'est pas très clair, mais je parle pas très bien, mais bon, c'est clair, pardon. C'est compréhensible quand même. Ouais, c'est compréhensible. Le truc, par contre, à laquelle, je pose quand même une question, c'est que c'est pas la première à qui ça arrive de flinguer son mari après de longues années de violence conjugale. Pourquoi elle en particulier, si ce n'est parce qu'on en a parlé, ça a été très médiatisé et tout. Je pense que j'ai un peu dans l'idée qu'il y a quand même quelque chose pas de publicitaire, mais il y a quand même un apport médiatique derrière ça, si tu veux. C'est quand même très très bien vu. En fait, quand le système médiatique permet, entre guillemets, oui, de lancer des réformes, plutôt des décisions qui n'auraient pas été prises sans cet apport-là, justement. Ouais, c'est ça. Là, il y a eu un soutien, etc., etc. Je pense que systématiser ce processus, des cas comme ça, quand même, 10 ans de prison, c'était beaucoup. C'était pas tellement justifié. Maintenant, j'ai un peu le sentiment que il est très influencé par l'opinion médiatique. Ça m'inquiète un peu plus en fait sur le pouvoir des médias que les médias ont sur le président de la République. Mais ça, c'est un problème qui n'est pas limité à la violence conjugale. C'est un problème qui est plus large que ça. Moi, ça aurait tendance à m'inquiéter. Après, effectivement, qu'il l'ait fait sortir, c'est tout à fait juste. Alors messieurs, on va décortiquer un petit peu tout ce qu'on vient de dire, puisque vous avez là fixé un petit peu les thèmes principaux autour de cette question. La première, tout simplement, c'est la violence faite aux femmes. On a effectivement ici une situation dans laquelle cette femme était battue. Il y a eu des violences également envers ses enfants, et donc un homme violent ici qui, les femmes aujourd'hui ont peur aujourd'hui de lancer des procédures pour inquiéter la personne qui les a agressées. Merci Marc, parce que j'ai un retour dans l'oreille, c'est assez compliqué. Je la retenais celle-ci. Voilà. Aujourd'hui, les femmes auraient peur voilà. Merci Marc de faire mon soutien, de porter plainte, de faire connaître leurs histoires finalement. La voilà. même chose pour moi, hein, s'il vous plaît. Après l'émission, je vous donne la même chose que Nico a pris avant. Non, c'est pas ça. Je suis très perturbé parce que j'ai un retour d'écho et c'est très difficile et donc du coup, j'arrive pas à suivre ce que je dis. Bon, voilà, on s'en fiche, c'est pas le propos. Voilà, je vous interroge. Aujourd'hui, il faut mettre en avant des nouveautés juridiques qui permettent de faire quelque chose, Olivia. Si, t'es au micro. T'es obligé maintenant. Allez, dépêche-toi. Bon, tu me souffles à l'oreille, je le dis à ta place. Ah bah voilà, ça y est. Voilà, on t'a entendu. Voilà. Quand faut parler C'était de violence, l'intervention on d'Olivia. évidemment. On sait que tu tapes ton mec, donc voilà, on sait pourquoi. J'ai pas envie de parler. Mais je tiens juste à souligner. Ah bah voilà. Souligne, vas-y. Je tiens juste à souligner, donc c'était
parle devant le micro, ça serait intéressant. C'était près de 47 ans de violence, donc elle, des violences. Ce couple avait eu donc 4 enfants, 3 filles, dont 3 filles qui ont, elles, subi des violences sexuelles de la part de leur père. Et la veille du meurtre, en fait, leur fils s'est suicidé, il s'est pendu en raison des violences qu'il recevait de la part de son père. Et donc, le lendemain, Sauvage, au bout d'un moment, elle a pété un câble. Enfin, quand son fils en vient à se suicider pour ces raisons-là, elle a pris le fusil et en fait, elle lui a tiré 3 balles dans le dos. D'où la question aussi de la légitime défense, qui a été une longue question au niveau des procès, enfin du procès. Je voulais juste dire qu'en fait, pendant les décisions de justice qui ont été rendues donc, par les cours d'assises, la préméditation n'a pas été retenue. C'est important de le souligner. Elle a juste été condamnée à 10 ans pour meurtre aggravé en fait, mais sans préméditation. Voilà. Précision importante effectivement puisque son geste était préparé, mais lors du procès, voilà, on n'a pas retenu la préméditation. Non, tu souhaitais dire quelque chose, Nelson? Non, pas particulièrement. Donc effectivement, revenons à cette question de la violence faite aux femmes dans la société d'aujourd'hui. On sait, enfin, via ce cas, on a là l'analyse de quelqu'un qui est à bout, qui ne se sent certainement pas soutenu par sa société ou qui se sent pris au piège et qui en vient à tuer son mari finalement. Et je voulais aussi souligner qu'en fait, donc ils sont rencontrés très jeunes et il l'a, lui, complètement en fait, isolé de sa famille. Donc elle était totalement seule et à plusieurs reprises, elle avait essayé de partir et sous les menaces de son mari, en fait, elle est revenue. Et en fait, c'est une... On appelle ça le culte des coupables innocents. Oui. Voilà. Nelson qui se demande où brancher le cas. Non, il n'y a pas de prise. C'est pas grave, je vais m'en occuper, Nelson, merci. Oui, donc, pardon, excusez-nous, vraiment un début laborieux, excusez-nous auprès de nos auditeurs, on a des... 2. Bon, attends, 3, on 4. va faire l'émission sans toi, fais ton truc. Fais Oui, ton truc. Oui, alors Jacqueline Sauvage, je voudrais t'interroger, Baptiste, justement, sur de quoi on pensait de cette affaire. Oui, non, mais comme tu le disais tout à l'heure, effectivement, c'est bien aussi de comparer la justice et d'ailleurs en même temps tout ce qui est plutôt moral. C'est-à-dire que son acte, au final, de ce qu'elle a fait, de tuer son mari, légitime défense ou non, c'est moralement justifié, on va dire. C'est moralement justifié, voilà, tout le monde va comprendre au final. C'est que l'opinion publique, tout le monde va être derrière elle, donc ça ira. Après, c'est vrai que juridiquement, c'est la merde. Tu justifies pas une légitime défense en tirant dans le dos de quelqu'un. Mais encore une fois, c'est justifié 3 fois. Avec sûrement un fusil de chasse qui est sûrement à 2 coups, donc à la recharger, pour bien finir le taf. Mais, mais moralement, c'est justifié. Mais ouais, mais le problème, c'est que la question morale, d'un moment, elle se justifie pas sur un plan. Elle se justifie pas, mais justement, c'est là où tu vois qu'il y a les limites de la justice par rapport à des cas exceptionnels. Visiblement, là, même si elle se justifiait, elle n'a pas été prise en compte. Plus que ça, tu vois. Parce que quand même 10 ans, c'est lourd, quoi. Oui, mais alors après, là, et j'ai pas réussi à savoir, en fait, je sais pas si vous savez, mais dans les cours d'assises, il y a un jury. Donc, c'est des personnes lambda, comme vous et moi, qui peuvent être appelées donc, pour statuer sur le sort d'une personne. Et c'est pas plus vrai dans la justice civile que dans la justice pénale, ça ? Non, c'est pénal. Ah bon ? Parce que le pénal ressort de... C'est l'histoire de chacun, en fait. Ça concerne la société. Alors, on se croirait dans Cache Investigation, c'est trop stylé, j'aime bien. Et donc, en fait, là, la question que je me pose, et que j'ai pas réussi à trouver, c'est la composition du jury. Est-ce qu'il était plus... Il n'y avait que des anciens violeurs. Composé de femmes ou hommes, parce que, en fait, on se dit... Mais c'est ce qui ressort. Est-ce que des hommes, en fait, peuvent comprendre le fait qu'une femme puisse subir pendant 47 ans des violences comme elle les a subies, que ses enfants puissent en subir aussi, même des femmes pourraient ne pas comprendre, parce qu'il y en a qui vont dire oui, mais moi, mes enfants, si se passe ça, je pars, je le quitte. Mais là, elle était seule, et pour aller où ? Après, au niveau des institutions françaises, est-ce qu'on laisse vraiment la chance aux femmes de
de sortir d'une situation comme celle-ci, je suis pas sûre en fait. C'est sans doute ce qui est d'ailleurs mis en avant dans le cadre de cette affaire, au-delà évidemment de ce jugement, de cette affaire-là, ce sont ces retentissements au niveau sociétal, de faire quelque chose. On le sait, il y a la mise en place de numéros de téléphone, de plateformes pour la police, pour essayer de faire de la prévention, pour essayer aussi de résoudre ces affaires. Mais aujourd'hui, eh bien, il faut aller plus loin, et c'est un peu ce que souligne ce cas à travers cette histoire. Pour peut-être répondre en partie malheureusement seulement sur la question du jury, les jurys d'assises sont évidemment sont évidemment aidés, assistés par des professionnels qui vont tenter généralement de faire le cadre autour de comment se passe un jugement, etc., pour essayer de préciser l'échelle des sanctions, etc. Enfin voilà, ils sont entourés par l'administration judiciaire lorsqu'il y a un jugement à rendre. Peut-être également, justement, puisqu'on parle de l'institution judiciaire, là, François Hollande, président de l'exécutif, vous savez, les trois fameux pouvoirs qu'il y a, l'exécutif, le législatif, le fait de faire les lois, et le judiciaire, celui de rendre un verdict sur une affaire. Là, François Hollande, finalement, en graciant, et c'est le propre de la grâce présidentielle, c'est l'exécutif qui intervient sur le judiciaire, finalement, Marc. Et cette intervention d'un pouvoir sur un autre, alors qu'en France, on a acté la séparation des pouvoirs, est-ce que c'est pas quelque chose de contradictoire ? Faut pas confondre deux choses. C'est-à-dire que la République est basée, et comme la Constitution, la République c'est quoi ? C'est la séparation des pouvoirs. Bon, point. La Constitution, elle, permet, certains articles de la Constitution permettent à l'exécutif de rentrer dans le jeu du judiciaire. Il y a des choses comme ça. C'est pour ça que le droit est si compliqué et que les avocats, on leur demande de faire beaucoup d'études là-dessus, parce que certaines lois ou certains articles ou certaines choses constitutionnelles contredisent les lois, enfin pas contredisent, mais en tout cas amènent certains amendements à certaines décisions de loi qui sont prises. Donc c'est évidemment logique, bien que ça soit théoriquement anti-républicain. C'est-à-dire que normalement l'exécutif n'a pas à s'ingérer dans le juridique. Mais on voit tellement de passerelles entre tous ces pouvoirs, c'est bien qu'on peut retrouver des gens qui ont été un moment dans le juridique, passer dans la politique, ceux qui faisaient du droit, passer dans la politique. Donc de fait, il y a toujours une relation très intime. Le président de la République est celui qui dirige, qui est au-dessus de la République, mais qui dirige un pouvoir de la République, c'est-à-dire l'exécutif. Mais il est le chef de tout l'État, de cet État républicain. Donc il a le droit, et légalement il a le droit. Donc il n'y a pas de considération d'illégalité là-dedans à faire ça. C'est juste que d'un point de vue, c'est vrai, tu as raison, d'un point de vue purement politique et purement théorique, le chef de l'État n'a pas à empiéter les affaires du juridique, comme certains articles de la Constitution d'ailleurs, qui permettent au président de la République d'aller outre les décisions du Parlement, d'aller outre ça en raison de certaines choses, certains actes, certaines situations qui pourraient légitimer, et non pas rendre légal, mais légitimer, c'est la différence entre l'illégal et l'illégitime, comme disait Sartre, qui peut légitimer un acte qui, de fait, n'était pas légal. Donc c'est tout à fait logique dans le système dans lequel on est. Olivia. Oui. Nelson Olivia, séparez-vous. Je veux juste dire que la grâce du président Hollande, elle est pas entière, elle est juste conditionnelle, elle est partielle. C'est-à-dire qu'il ne remet pas du tout en cause la condamnation qui a été donc énoncée par les juges pénaux. Et c'est en ça aussi que la séparation des pouvoirs, elle est assurée. Et le jugement reste le même, c'est la peine finalement qui est... Non, alors la peine en fait reste la même, c'est juste que en fait Jacqueline Sauvage a la possibilité de demander une libération conditionnelle, donc qui se fait devant un juge. Et, avec l'assentiment du président de la République, quoi. Oui, voilà. Avec elle aura pour possibilité de quitter la prison, donc mi-mai ou mi-avril, je ne sais plus trop. Et après, au niveau du juge, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu un tel engouement sociétal et pas non plus que médiatique. Enfin, je veux dire, les pétitions qui ont été faites en soutien de Jacqueline Sauvage, elles ont été faites spontanément et par la société. C'était pas du tout les avocates qui les ont demandées. Après, les députés s'en sont mêlés aussi. Et le juge, enfin, je pense que le juge ne
ne peut pas, de toute façon, ne pas accorder de libération conditionnelle à Jacqueline Sauvage. Ce serait vraiment très très malvenu de sa part. Je vais juste répondre. Pour compléter ce qu'Olivier disait, pour être très précis, c'est sa peine d'emprisonnement donc a été rapportée à 2 ans et 4 mois au lieu des 10 ans. Voilà, c'est ça qui est en cause, enfin qui est mis en avant dans le cadre de cette liberté conditionnelle dont tu parlais. Nelson. Ouais, non, je suis pas d'accord avec ce que tu dis quand tu parles de sociétal et médiatique. C'est-à-dire que c'est un truc à double tranchant, surtout, enfin, qui va dans les deux sens. C'est-à-dire que la société influence les médias et surtout les médias influencent la société. C'est-à-dire que si les médias n'avaient pas parlé de cette affaire à l'époque, la société n'aurait jamais créé des pétitions. Et si on n'avait pas créé des pétitions, les médias n'en auraient jamais parlé. Sachant qu'avec les réseaux sociaux, effectivement, la société a beaucoup plus de pouvoir sur les médias. Mais ça reste un rapport à double sens, si tu veux. Mais les arrêts, enfin les jugements qui ont été prononcés, le premier, il n'était pas du tout médiatique. Il y avait peut-être que 2 journalistes dans l'Assemblée parmi les... Oui, mais il n'y en avait que 2, mais ils en ont parlé. Mais non, c'est pas un sujet qui intéresse vraiment les gens. Enfin, c'est... Non. Quand même. Attends, mais depuis combien de temps le nombre de femmes qui meurent sous les coups de leur mari, il est juste affreux en France. On n'en a pas parlé, mais là, ils en ont parlé, visiblement. Mais on en parle souvent, quand même. Il y a même des campagnes qui sont faites. Et... Oui, mais pour un cas précis, si tu veux. Là, il a fallu que des gens en parlent. Oui, et après, ça a été relayé par les médias. Mais c'est pas les médias qui ont... Non, mais il a bien fallu que les médias en parlent. Tu vois, c'est pas un connard qui était là au tribunal qui s'est dit, tiens, je vais faire une pétition et tout, c'est dégueulasse. Je suis d'accord. Mais après, au niveau, mais après, au niveau de la loi, j'estime que la loi doit aussi refléter la volonté et les mœurs de la société, et que c'est comme ça que le droit bouge, et que là, c'est un problème, on en a conscience, et que si on peut faire de ce cas-là une présomption de légitime défense des femmes battues en France, et qui je pense serait vraiment une très bonne idée, et nécessaire d'ailleurs, parce que toutes les femmes ne tuent pas leur mari. Enfin, non, mais je suis d'accord avec toi quand tu dis que le sociétal doit faire bouger comment tu dis, le pénal. Enfin, oui. Le truc, c'est que là, en l'occurrence, il a fallu attendre qu'il y ait un engouement énorme pour que Hollande décide d'accorder sa grâce présidentielle. C'est plutôt le rapport que Hollande a avec la puissance médiatique qui m'inquiète. C'est-à-dire que... Oui, parce qu'on imagine bien que François Hollande est sollicité régulièrement pour accorder sa grâce. Voilà, enfin, il l'a fait, je crois, 2-3 fois. Non, il l'a fait qu'une seule fois. C'est la deuxième grâce présidentielle qu'il accorde. Ouais, les premiers, c'était genre pour le plus vieux détenu de France ou un truc comme ça, je crois. C'était une histoire comme ça. Et là, enfin, tu te rends bien compte que Hollande, il est quand même... il est quand même très influençable. Enfin, c'est pas qu'il l'est, tu vois, c'est que ça donne quand même un peu cette impression-là. Mais c'est pas que médiatique, mais même au niveau de ses députés. Enfin, les députés, ils ont eux-mêmes fait une autre pétition. Et si tu t'écoutes même pas, donc les députés qui sont censés représenter la société, le peuple français, enfin, donc t'as ton peuple qui te fait une pétition, qui te dit... Voilà, là il y a un problème, il faut faire quelque chose. Et en plus de ça, tu as des députés. Si tu n'écoutes personne, évidemment, si tu n'écoutes personne, évidemment. Mais là, le truc, c'est que comment ça se fait qu'il attend que tout le monde gueule pour le faire? Si jamais c'était vraiment important pour lui, il l'aurait peut-être fait avant, tu vois. Mais quand ça va l'intéresser, c'est juste... Regarde, il y a un exemple qui me vient en tête. Vous dites, oui, il aurait dû, évidemment, prendre en compte ça, évidemment. Mais ça l'intéresse parce que Hollande, enfin, c'est très bien, enfin, j'aime pas faire de la politique politicienne, mais il sait très bien que ça va être bien vu. Regardez, on est en train de dire, c'est super ce qu'il a fait, etc. Après, on peut toujours émettre des réserves en disant, oui, c'est vrai que on en parle que là, et que peut-être il y a d'autres cas comme celui-ci qui n'ont pas été traités de la même façon, avec la même grâce, entre guillemets. Mais moi, je remarque par exemple l'exemple du mariage pour tous, où les gens aussi là se sont levés, ont été dans les rues, et ça n'a pas été pris en compte. Alors c'est pas question de dire c'est pour ou c'est contre, moi j'étais pour, mais je dis juste que là, on n'a pas écouté non plus, il n'y a même pas eu de décision de dire est-ce qu'on peut faire quelque chose pour voir si la majorité de la population est contre ou pour, etc. Il n'y a pas eu de chose faite. C'est juste que c'est purement de la communication. C'est-à-dire que Hollande sait très bien qu'une mesure comme ça peut qu'améliorer son image, et que s'il avait fait marche arrière sur le mariage pour tous, ça l'aurait complètement décrédibilisé. Alors je suis désolé, les médias influencent, et la communication, les médias et la communication, ça va ensemble, ça influence tout.
ça influence tout. Comme je dis souvent, les médias avant commentaient une actualité, aujourd'hui ils font l'actualité. C'est-à-dire que c'est eux-mêmes qui créent de l'actualité, alors qu'avant l'actualité se suffisait à elle-même et qu'on arrivait à la commenter, je veux dire, de la manière la plus neutre. Contrairement à aujourd'hui où maintenant on sait très bien qu'il y a des journaux de gauche, des journaux de droite, et qu'avant le Nouvel Observateur qui aujourd'hui est très de gauche, il y avait des gens de tout horizon, comme Libération il y avait une grande intelligence, et comme le Figaro, enfin tout est pareil, ça a changé de propriétaire, il y a des logiques de vouloir créer, avant de faire du bon commentaire, de faire le buzz ou faire justement de l'argent avec ça, donc ils sont dans une relation où il faut à la fois avoir un contenu, je veux dire, cohérent et à la fois surtout le vendre. Donc on peut pas commenter ça de manière intelligente. Je veux dire, là, la discussion qu'on a en ce moment, personne ne l'a fait alors que c'est quand même des questions de base qu'on pourrait avoir sur iTélé ou sur BFM TV. Je ne critique pas ces chaînes-là en particulier, mais je dis c'est quand même quelque chose de simple à penser. Regardez, on est tous là dans cette table, on s'interroge en tant que citoyen, et ça n'est pas fait. Et comme sur le mariage pour tous, il y en a qui étaient pour, étaient contre, mais la vraie intelligence serait de voir, c'est oui ou non. Parlons-en sans étiquette aucune, et voyons ce qu'on peut dire là-dessus. Et ça n'est jamais fait. Évidemment que c'est jamais fait parce que il y a Baptiste après toi, Nelson, qui voudra intervenir. Non mais c'est super intéressant en fait le débat sur l'influence des médias. Ça me faisait penser justement à ce qui se passe un peu sur les réseaux sociaux, sur Twitter et compagnie, avec la série documentaire Making a Murderer sur Netflix. Je sais pas si vous l'avez vu, c'est un documentaire sur une affaire en fait d'un mec qui a été accusé d'un crime. Et en fait, le documentaire est, on pourra jamais vérifier en fait s'il est complètement objectif, si tu veux. Mais en fait, le documentaire est fait où tu as l'impression que tous les flics sont pourris dans le sens où ils ont manipulé complètement les pièces à conviction, l'histoire complète. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le documentaire il est sorti et t'as une chier de pétitions sur les réseaux sociaux et au niveau du gouvernement américain pour que le mec soit rejugé ou qu'il soit libéré. Si tu veux, au final, c'est un peu pareil. C'est voilà, les médias s'emparent d'une histoire. Après, ils en font un peu ce qu'ils veulent aussi, quoi. Même si le truc est un peu j'allais dire insignifiant, mais là dans l'histoire, non, c'est un mot plus général, mais dans cette histoire, ça aurait pu être une histoire qui passe inaperçue, un peu comme les autres, mais là non, voilà, quelqu'un s'est accaparé de l'histoire. Oui, à la base c'est un fait divers. Voilà, c'est pas un fait divers, mais bon. Si, c'est un fait divers, ça passe dans les faits divers de la télé. Oui, voilà, parce qu'il aurait dû normalement être au rang de faits divers, là ils l'ont sorti de la masse, et ils en ont fait une histoire incroyable et complètement folle. Et bon, bah forcément, maintenant tout le monde en parle. C'est autour de ça. Forcément, tout le monde se doit d'avoir un avis finalement sur la question. Tout le monde a un avis là-dessus. Et bah forcément, le président, il va être sûrement obligé après de suivre l'opinion publique. De toute façon, c'est des votants. Alors de suivre l'opinion publique et également éventuellement de demander à un de ses ministres de faire évoluer la loi finalement sur ces questions. On en parlait, voilà, de soutien. Alors aux femmes qui subissent des violences, mais de manière générale aux gens qui subissent des violences, puisqu'on sait l'inverse est possible, et les violences de manière générale, effectivement, certains en sont prisonniers. Il s'agit pas là d'une baston ou de quelque chose, mais vraiment d'un cadre à la fois physique, puisqu'il y a violence physique, mais également une violence morale qui est psychologique, voilà, qui était Oui, voilà, finalement, elle était dans une prison avec son mari, c'est ça qu'on peut dire. Elle se sentait certainement quelque part emprisonnée. Justement, Nelson, oui. Ce que je serais d'accord avec toi sur le rapport qu'a le président, même avec toi, avec les médias, si seulement les médias étaient objectifs. Le problème, c'est qu'en France, ils ne le sont pas du tout. Il n'y a aucun média en France qui est réellement objectif. Je n'ai pas dit le contraire. Mais aucun média ne peut être objectif. Si on parle non, mais tu peux quand même faire une tentative d'être un peu objectif, sachant que chaque journal est étiqueté soit de droite, soit de gauche, et les médias télévisés, c'est encore pire. Non, mais cette affaire-là, elle est ni de droite, ni de gauche. C'est quelque chose qui relève, entre guillemets, d'une affaire de bon sens. Voilà, Pardon, vas-y, je te laisse finir. Bah, elle a juste rallié justement des députés pour de cette droite. Affaire-là, je suis d'accord. Mais je parle plus généralement, si tu veux. Là, c'est une affaire qui n'a pas de coloration, et heureusement, entre guillemets. Oui. Et heureusement que ça n'a pas de coloration. Mais je parle sur des sujets davantage généraux. On voit très bien que l'objectivité n'est pas de mise. Parce que je vous dis encore une fois, le but n'est pas de vendre sur de l'intelligence, mais de vendre sur ce qui va faire vendre. La vente se suffit elle-même. Alors, il peut y avoir de très bons articles. Il y a des journaux, il y a des articles tout à fait intéressants, mais très bien écrits, tout ce que vous voulez. Mais il manque ce côté critique. Souvent, il manque ce côté critique, on relaie de l'information pour relayer de l'information. Et c'est ça qui me dérange. C'est-à-dire que sur des affaires aussi banales que celle-ci, tout le monde est d'accord.
disant que oui, il faut pas tuer quelqu'un, mais il y a des circonstances qui font qu'on peut éventuellement envisager de tuer quelqu'un parce que ça fait trop longtemps qu'on souffre. Sur des sujets beaucoup plus profonds, il y a vraiment un manque de cohérence totale, parce que quand on voit qu'aujourd'hui ceux qui sont inventés à des paroles et des actes ou des trucs comme ça, ce sont soit des journalistes de gauche, de droite, etc., et qu'en fait l'intelligence n'est pas de mise, parce que ils jouent un peu le jeu des politiques en disant, vous voyez, oui, mais sous le gouvernement de machin c'était pire, après mais non c'était mieux. Enfin, on a l'impression d'une espèce de cours de jeu. Celui qui arrivera au bout le plus rapidement, c'est un peu la course à l'échalote pour avoir le plus de résonance. Et moi ça me dérange, dire que je ne lis plus ça parce que ça ne m'intéresse pas. Je préfère m'intéresser. Et je pense que là, ce qu'on fait politiquement correct, c'est pas le fait de donner notre émission, mais c'est le fait de pouvoir débattre librement comme ça, en mettant des avis, etc. En rappelant que ce soir Nicolas Sarkozy est à Des paroles et des actes, puisque tu citais cette émission. Ah, je savais pas. Voilà. Je savais pas. Pour ceux que ça intéresse, après notre émission évidemment, puisque la nôtre est beaucoup plus intéressante. Eh bien, on va se refermer cette j'allais dire cette parenthèse, pas du tout, ce sujet, si vous en êtes d'accord, messieurs, dames, pour passer à notre deuxième séquence de la soirée. Deuxième séquence, ce soir, nous allons effectivement parler de l'actualité. Je vous le disais, je vous l'annonçais en sommaire de cette émission, nous allons revenir sur différentes actualités que nous avons développées ces derniers temps et sur lesquelles il y a eu bien des choses à redire. Petite parenthèse, pour commencer, messieurs, nous parlions il y a quelques semaines de la sécurité routière, avec cette proposition de loi d'un député de faire descendre un petit peu les condamnations en cas de faible excès de vitesse. Nous avions parlé à ce moment-là de la remontée de fil des motards et on avait eu un petit débat là-dessus. On va pas refaire le débat bien évidemment, juste signaler qu'à l'époque nous avons tenu un débat en disant que les motards faisaient un peu n'importe quoi. On a tempéré avec la sécurité en disant qu'effectivement ils ont besoin aussi d'être beaucoup plus attentifs à la sécurité et donc parfois de protester. Petite information, ce n'est que depuis le 1er février 2016 que les motards ont l'autorisation de faire des remontées de fil. C'est une expérimentation qui est menée en ce moment. Et rappelons qu'ils n'ont pas le droit de dépasser la vitesse de 50 km/h. Donc on est bien loin de ce que font la plupart des motards, c'est-à-dire de faire des remontées de fil à 90 km/h. 70-90 km/h pour la plupart du temps. Voilà pour ce complément d'information. Marc, Alain Finkielkraut rentre à l'Académie française. Alors là, on a fait un parallèle, c'est compliqué. Je voulais j'ajoute juste quelque chose sur les motards. Je suis pas d'accord avec. Je termine. Je fais juste une petite parenthèse. Je suis pas d'accord avec toi sur le fait qu'ils doublent à 80-90. Quand les voitures sont arrêtées, le bon sens va, à part pour certains, bien évidemment, mais on parle pas forcément de l'arrêt. Ça peut être à vitesse réduite. Quand les voitures sont arrêtées, l'intelligence veut, et c'est souvent le cas, que ça soit autour de 40, 50, voire des fois 60. Bon. Mais il y a bien évidemment ceux qui roulent beaucoup plus. Mais bon, ça, je trouve que t'as un peu généralisé. Non, tu dis que tu n'es pas d'accord avec moi. On va pas reprendre un débat là-dessus. Juste préciser que j'ai fait le test depuis lundi, puisque lundi on était le premier et que cette information est sortie dans la presse. Depuis lundi, j'ai fait le test. Je dirais que la moitié des motards qui font des remontées de fil, puisque la moitié des motards qui font des remontées de fil de manière générale sont de toute façon des gens qui bourrinent, eh bien la moitié est au-delà des 50 km/h. J'ai fait le test depuis lundi sur les différentes routes d'Île-de-France. On est à plus de 50 km/h, c'est tout. Voilà. Oui, ça s'arrête là. Tu peux remettre en cause ce que je dis, je t'informe simplement que j'ai fait le test moi-même et que je ne dis pas là des paroles en l'air. C'est tout. Non, mais tu dis la plupart. Tu dis la plupart, donc ça veut dire quoi la plupart, ça veut dire plus de 50%, voilà. Bah non, moi je te dis que non. Moi je suis sûr que non. Et il y aurait beaucoup plus d'accidents, crois-moi, s'ils roulaient tous accidents mortels, s'il y avait plus de motards qui roulaient aussi vite que tu dis. Et puis il faut pas généraliser un cas de l'Île-de-France à toute la France. Mais passons, on va pas faire le débat. Non, et puis c'était pas le débat du tout. Je disais simplement que la loi fixe à 50 km/h. C'est une information que nous donnions. J'ai une question là-dessus. Il n'y a pas manière à débattre. Je me demande comment ils vont procéder pour pouvoir éventuellement flasher les motards. Enfin, je vois pas. Il ne s'agit pas de flasher, il s'agit que les forces de l'ordre peuvent tout à fait, voilà. Jusqu'à présent, les forces de l'ordre pouvaient arrêter n'importe quel motard qui faisait de la remontée de fil. Mais pas lui mettre une amende, mais pas lui enlever de points parce qu'il n'y avait pas de. Mais on en a déjà discuté dans cette émission. Ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose qui est interdit qu'il y a forcément
une sanction en face. Non, mais je suis d'accord avec toi sur et ce donc, truc-là. pas forcément les moyens de le contrôler. C'est simplement un généralise ce que tu vois en région parisienne. Alain Finkielkraut. Toute la France, oui. Alors là, par contre, on va avoir face à un généralisateur absolu. Donc là, c'est pour ça que le parallèle n'est pas si mal finalement. Tu vois, j'ai cherché jusqu'à là. Oui, donc ça y est, ça m'a intéressé parce que j'ai vu beaucoup de critiques sur l'entrée, le discours d'entrée de Alain Finkielkraut à l'Académie française. Donc il a reçu sa tunique traditionnelle de l'Académie française, son épée avec la citation qu'il veut et puis les objets fondus de son épée. Donc voilà, il a fait un discours et ce qui m'amuse, c'est toujours de voir c'est pas bien, puis d'autres qui disent mais si c'est très bien, etc. Donc je vais essayer de sortir de ça, mais moi ce qui m'intéresse, c'est que je pense que le fait que d'un point de vue purement littéraire, il écrit merveilleusement bien, Alain Finkielkraut. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à le lire, pas toujours à être d'accord avec lui, mais en tout cas, j'ai beaucoup de plaisir à le lire à chaque fois que je l'ai lu. Et je trouve qu'il a sa place là-bas. Mais il a aussi sa place, hormis le côté littéraire, parce que je pense qu'il incarne une partie de peut-être pas majoritaire, mais en tout cas une partie certaine de la population française qui pense comme lui, ou plutôt qui, après l'avoir lu, ou plus parce qu'il dit, pense comme lui. Donc je trouve qu'il a tout à fait sa place là-dedans. Et que je regrette qu'on le traite facilement de collabo. En plus, ils ont fait des parallèles avec le fait que il est sur le siège de Marceau, donc c'est un personnage historique qui a été taxé d'être dans la collaboration, etc. Donc lui, ils ont retourné le truc, c'est pas très intelligent, d'autant que s'il est petit-fils de déporté. Donc je trouve pas ça, le parallèle très intelligent, je m'en fous, mais je trouve pas ça intelligent. Et je trouve que, contrairement à ce qu'on dit, moi je trouve que en tant qu'il représente, au même titre que Éric Zemmour, dans une moindre mesure, bien moindre mesure d'ailleurs, incarne une certaine idée que certains Français se font de la France et de la société française. Je trouve qu'il a totalement sa place, et d'un point de vue littéraire aussi, et surtout d'un point de vue littéraire, il a tout à fait sa place. Donc je regrette que ça soit non, c'est pas bien, ça fasciste, c'est ceci, c'est cela. Je trouve que l'intelligence est vraiment très basse en ce moment et depuis très longtemps. Et en tout cas ce qu'on voit dans la communication, dans les médias, je trouve que le niveau est très bas. Alors peut-être que les médias s'efforcent de trouver des gens qui sont pour et des gens qui sont contre. En fait, j'ai l'impression qu'ils cherchent un petit peu les nuls du système en disant ouais, non, c'est mieux, puis là, c'est pas mieux. Enfin, je trouve ça un petit peu dommage. Il y a quelques analyses qui sont bonnes, mais on les voit pas souvent, et voilà, je regrette que le niveau soit aussi bas. On aura le débat sur, je dis pour pas que nos auditeurs pensent qu'on a zappé ce débat, puisque tu parlais là d'intelligence. On aura le débat évidemment sur les modifications orthographiques dans une prochaine émission, vous le savez, puisqu'effectivement, eh bien à la rentrée prochaine, en 2016, la rentrée 2016, eh bien les enfants à l'école apprendront de nouvelles orthographes pour certains mots qui seront tolérés ou acceptés de manière plus générale. On y reviendra, ça fait un tollé en ce moment sur les réseaux sociaux, on laisse le tollé passer, on en reparlera. Autre information, puisqu'on parlait il y a quelques semaines de Pôle emploi, du travail, de l'évolution du travail, le gouvernement propose depuis cette semaine d'indemniser de moins en moins le chômage, c'est-à-dire durant la période d'indemnisation qui est aujourd'hui de 2 ans, que l'indemnisation des chômeurs, des demandeurs d'emploi soit dégressive. Qu'en pensez-vous de cette notion qui pourrait être éventuellement mise en œuvre dans les prochaines semaines de la part du gouvernement? Nelson, Marc? Oui, écoutez, pourquoi pas. Pardon. Si t'as rien à dire, je peux parler. Pourquoi pas dégressive? Enfin, faudrait que les gens puissent trouver du travail à côté. C'est évidemment le principal reproche fait à cette mesure. On dit d'abord trouver du travail pour les gens et ensuite amusez-vous à faire un truc dégressif qui permette à tout le monde de vouloir retrouver un travail, puisqu'on sous-entend derrière cette réforme finalement qu'il y a des chômeurs qui veulent être chômeurs, ce qui est le cas. Il y en a une partie, mais voilà, on peut pas évidemment la quantifier. Enfin bon, j'ai fait un peu mon gaucho et tout, mais ça donne quand même un peu une image. De dire ouais, les pauvres ils veulent rester, ils veulent pas travailler, c'est pour ça qu'ils sont pauvres. Alors du coup, pour les forcer à bosser, on va leur niquer leur salaire, enfin leur paye, parce que du coup c'est pas un salaire, on va leur indemnisation, comme ça ils seront obligés de travailler. Bande de feignants. Je trouve qu'il y a quand même un discours qui est comme ça derrière. Je crois pas qu'on puisse se permettre aujourd'hui de le faire. J'en suis désolé, s'il y avait du travail facilement, ouais, pourquoi pas, mais là je vois assez mal comment on peut en arriver.
Par contre, je sais pas du tout qui a proposé ça. Excuse-moi, Nico. C'est le gouvernement. Non, mais qui au gouvernement Tu me laisses chercher pendant que Marc répond. Voilà. Je te réponds. Ça m'intéresserait. De toute façon, c'est pas grave, c'est toujours porté par quelqu'un, mais comme tu de dis, toute façon, c'est toujours porté par un gouvernement. Donc à la limite, c'est le gouvernement, c'est Manuel Valls qui est derrière ça, évidemment. Et voilà, de manière représentative, c'est Valls. Moi, j'aime ces sujets m'intéressent, mais ils sont très difficiles à traiter dans la mesure où on va très vite tomber dans des discussions de bistrot. Et c'est ça le gros problème, parce que vous avez le fait de dire qu'il y a, en gros, je résume, il y a des branleurs d'un côté, il y en a qui cherchent vraiment du travail, et puis au milieu, on ne sait pas trop ce qu'il y a. Je pense que les deux versions sont justes. Je pense qu'on peut trouver, alors évidemment, c'est pas quantifiable ou majorable un côté comme de l'autre, donc c'est très difficile de parler de ça, mais j'ai envie de dire quelque chose, c'est que aujourd'hui, on voit très bien, il y a un vrai problème de fond, c'est-à-dire que là, en fait, on est en train de colmater une brèche. On est en train de mettre un pansement, mais pas de permettre la cicatrisation. C'est-à-dire que y a un problème de base qui est le fait d'avoir poussé beaucoup de monde à faire des choses parce qu'il fallait faire ça pour trouver du travail. Et comme, évidemment, il y a eu un effet de foule, beaucoup de gens se sont mis à faire ceci et cela au lieu de chercher une formation qui allait forcément déboucher sur un travail. Et ça, c'est le problème de fond, et on en a déjà parlé, entre les filières manuelles, les filières intellectuelles et toutes les filières économiques, etc. Donc là, il y a vraiment un problème de fond. Pour ce qui est du chômage, il y a aussi un problème au niveau des entreprises. Des entreprises qui, aujourd'hui, regroupent beaucoup de postes en un seul pour éviter des surplombes de salaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ceux qui travaillent de plus en plus. En tout cas, certains travaillent de plus en plus. C'est-à-dire qu'avant, il y avait peut-être, des assistants DRH, il y en avait peut-être, 2-3, et aujourd'hui, on va en trouver une, où il y avait que la DRH. Comme les comptables, avant, il y avait un directeur comptable et 2-3 comptables. Aujourd'hui, il y a un comptable et un directeur comptable. Donc, il y a aussi beaucoup d'effets où l'entreprise, dans ce système libéral, fait qu'il doit regrouper ses charges. Et du coup, ces charges, je parle aussi des salaires. Donc ça, c'est la première chose. Donc il n'y a pas de création d'emplois. Il y a aussi le problème de délocalisation, du fait qu'aujourd'hui, on produit plus à l'étranger, au manuel, qu'autre chose. Donc ça, c'est encore un autre problème. Et puis le problème aussi, c'est de voir si cette mesure, je suis intéressé pour qu'elle soit mise en œuvre, pour voir si 5 ans après, il y a vraiment eu une baisse substantielle des chômeurs. C'est-à-dire que, à toute proportion gardée, c'est-à-dire qu'au même chiffrage de demandeurs d'emploi, aux mêmes demandes d'emploi, aux mêmes entreprises qui cherchent du boulot, aux postes qui sont vacants, si avec cette mesure-là, au bout de 5 ans, il va y avoir moins de chômeurs. Là, si le taux de chômage se réduit, alors oui, on aura peut-être que les bons chômeurs, entre guillemets. Si ça continue à augmenter, je me pose la question de l'utilité de cette réforme. Olivia ? Oui, il y a aussi un problème à Pôle emploi qui n'est pas du tout efficace aussi, il faudrait peut-être le réformer. Sinon, mais clairement. C'est ce qu'on disait lors de la chronique la dernière fois. Non, mais c'est pas pour... oui, c'est ce qu'on disait, donc on est tout à fait d'accord, c'est ça que je veux dire. Il n'y a pas que... du coup, j'ai coupé... je sais plus ce que je voulais dire. Mais, pas que les problèmes que je soulevais, c'est ça que tu voulais dire. Voilà, il y a également ça. C'est pas non plus que les entreprises qui veulent diminuer leur j'ai pas dit que ça. de salariés. Non mais je prends ça parce que c'est ce qui me parle le plus. C'est pas le cas. Il y a aussi certaines entreprises qui recherchent des salariés mais qui en trouvent pas. Et là, c'est toute la question aussi. Il y a toute une question sur le fait d'aider en fait les chercheurs. Les personnes en recherche d'un emploi au niveau régional et plus local, et en fait on s'aperçoit que ça marche beaucoup plus parce que leur travail est plus effectif, on y arrive mieux que Pôle emploi. Alors effectivement, aujourd'hui les gens trouvent du travail non pas par Pôle emploi mais par d'autres moyens. Pôle emploi sert de plateforme finalement. Justement, ce qui motive cela, cette réforme envisagée, c'est tout simplement la Cour des comptes, pour répondre à Marc qui demandait l'origine un petit peu de cette initiative. Pardon Nelson. C'est la Cour des comptes qui a fait un nouveau bilan au mois de janvier et qui a épinglé l'UNEDIC, bien sûr, parce que les exercices sont déficitaires. C'est très logique puisqu'il y a de plus en plus de chômage, notamment depuis la crise de 2008. Autre information, lundi prochain, les employés de Pôle emploi de 3 régions seront en grève pour dénoncer les conditions d'accueil. On vient de dire effectivement Pôle emploi qui vient de réformer un peu son accueil, et finalement c'est de pire en pire, se dit-il. Bon, Pôle emploi vient de changer au 1er février, donc on va voir comment ça évolue. Et puis dernière information là-dessus qui est liée, c'est que Pôle emploi généralise définitivement l'inscription en ligne, c'est-à-dire de manière dématérialisée, sans présence physique, avant de rencontrer un conseiller quelques semaines après. Marc.
Je voulais revenir sur le cas de Pôle emploi. Parce que quand je dis que je suis pas d'accord, enfin c'est pas que je suis pas d'accord. Quand j'émets certaines réserves, quand on dit oui, Pôle emploi fait mal son travail, patati patata, encore une fois, j'aime pas généraliser, mais c'est vrai que au vu des expériences que j'ai autour de moi, c'est vrai que c'est plutôt compliqué. Mais le problème de Pôle emploi, c'est que vous ne pouvez pas pousser, vous pouvez pas arriver à faire pousser une graine sur un sol qui est vierge. Autrement dit, c'est-à-dire que sur Pôle emploi, non mais pour être très simple, c'est-à-dire que c'est pas Pôle emploi Pôle emploi va vous aider à trouver des voies, mais s'il n'y a pas de poste, ça sert à rien. C'est-à-dire que le problème de Pôle emploi, il est conjoncturel, alors que le problème de l'emploi en règle générale, et donc pas de Pôle emploi, il est structurel. Donc vous n'allez pas aller faire pousser des pêches sur un palmier. C'est aussi stupide. Non mais c'est aussi stupide que ça. Donc le problème de Pôle emploi, c'est un grand marronnier à chaque fois. On dit Pôle emploi, Pôle emploi, Pôle emploi. Moi, j'ai personne qui travaille à Pôle emploi, donc je m'en fous. Et donc je parle d'autant plus librement que je dis que Pôle emploi fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Parce que Pôle emploi, c'est quoi? C'est une espèce de plateforme qui pourrait éventuellement envoyer les gens vers ci, vers ça, vers ci. S'il n'y a pas de demande, si votre formation vous tamponne, je sais pas, tourneur, mécanicien, je sais pas moi, ingénieur, etc. Si les demandes ça va concerner l'agriculture, bah, qu'est-ce que vous allez foutre? Bah, vous n'allez pas devenir agriculteur du jour au lendemain. Donc je veux bien qu'il y ait des formations pour les métiers du métier du tertiaire, qu'il y ait certaines formations, mais il y a des fois il y a des formations, un cursus universitaire ou d'école ou autre, qui fait que vous ne pouvez pas aller sur certains postes. Comme je vous dis toujours, à chaque fois qu'on cherche de l'emploi, c'est toujours les métiers manuels et les comptables, souvent, que je trouve, et les commerciaux, parce que les commerciaux, il en aura toujours besoin. Donc voilà, et le problème, c'est qu'aujourd'hui, bon, il y a des commerciaux, d'accord, mais ça change vite, donc c'est pour ça que ça demande. La comptabilité, il y a eu une baisse, c'est très précis, il y a eu une baisse, ça a été en un temps, parce que c'était le bac G, à l'époque, qui, d'ailleurs, une chanson de comment il s'appelle, on s'en fout, celui qui a chanté France, bref, je sais plus comment il s'appelle, Sardou. Ça s'appelle le bac G d'ailleurs, en référence à ça, qui disait que le bac G, voilà, c'était un bac à bon marché dans un lycée poubelle, et à l'époque ça a été très mal vu de faire de la comptabilité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a une carence de comptables. Et pour les métiers manuels c'est pareil, il y a eu la grande période 1980 et toutes les réformes universitaires engagées par François Mitterrand, qui a fait quoi? Qui a fait qu'il a ouvert les portes de l'université en disant faites des études, et du coup tout le monde s'est mis là-dedans, en oubliant les filières manuelles, et aujourd'hui c'est là où il y a de la demande. Donc, Pôle emploi, je veux bien, mais c'est conjoncturel. Le problème de l'emploi en règle générale, il est structurel et il a au moins 40 ans. Donc je veux bien, mais le problème de Pôle emploi, c'est mineur comparé au problème qui est beaucoup plus global. Et oui, rappelons que Sardou a fait une chanson sur le bac G et que Jean-Michel Jarre en a fait une sur le point G. Voilà, bon. Si je laisse Pardon. Autre actualité du mois de février, de ce début de mois de février, ce sont les modifications des tarifs du gaz qui sont en diminution. Ce sont différentes actualités habituelles. Voilà, le prix du gaz, il arrête pas de bouger, Marc. Ah bah oui, mais c'est toujours comme ça. De toute façon, les problèmes des ressources comme le gaz ou autre, mais pourquoi vous vous marrez? Non, rien. Mais j'improvise surtout, moi je suis comme ça. Non, le problème, je parle vraiment des ressources, du problème des prix du gaz, c'est-à-dire que là, le fait est que les ressources aujourd'hui il y en a beaucoup, et que ça marche beaucoup sur la production et la consommation. Autrement dit, bon, c'est peut-être bête ce que je vais vous dire, mais je vais pas faire d'exemple avec les palmiers et les pêches, enfin, je vais oublier de faire ça, mais le prix du gaz varie au même titre qu'a varié en son temps le prix de l'électricité et autres. C'est toujours comme ça. De toute façon, ces matières sont par définition des matières qui sont influençables par les coûts qu'elles supportent. Donc c'est tout à fait logique. D'autant plus qu'aujourd'hui, on est sur une transition qui veut plus ou moins nous faire passer du gaz vers l'électricité. Donc c'est logique. C'est comme le prix du gasoil, si vous voulez. Le diesel augmente parce que on dit ouais, faut pas que les gens achètent du diesel, faut qu'ils passent à l'essence, donc on va augmenter le prix pour qu'ils consomment ça. Bah, c'est pareil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pendant un temps, pour les chaudières, les chaudières, on nous a dit faut faire la chaudière les chaudières à fioul, à gaz, etc. Puis aujourd'hui, on nous sort que c'était pas bon du tout. Il faut passer aux chaudières à condensation et il faut absolument adopter de l'électricité, etc. Donc je veux bien qu'on me dise, mais c'est tout ça. Encore une fois, ce truc-là est conjoncturel. Le problème est encore plus global, c'est-à-dire qu'on est dans une transition de la façon de consommer. Je ne parle pas de la transition énergétique de façon globale, mais en tout cas, aujourd'hui, on passe dans le monde de l'électricité, et en même temps qu'on passe du monde à l'électricité, on passe dans ce truc où on dit le nucléaire c'est pas bon, patati patata. Donc c'est tout à fait logique, comme aujourd'hui le problème du pétrole, où on voit très bien qu'il y a une hausse du diesel pour que les gens passent à l'essence en même temps, et je termine là-dessus, en même temps
que les voitures de fonction, c'est-à-dire que les entreprises ne peuvent pas acheter en voiture de fonction, enfin en voiture d'entreprise, des véhicules qui sont en essence. C'est pas permis. C'est-à-dire que vous êtes une entreprise, vous voulez acheter un véhicule de fonction pour un commercial ou pour vous-même. C'est interdit de l'acheter en essence. Vous devez de l'acheter en essence. Vous devez l'acheter en diesel. Et après, on nous dit, il faut pas conduire avec ça. C'est comme pour le problème des bébés. Il faut faire beaucoup de bébés. Ah, maman, maintenant, on peut plus payer la retraite. Donc, voilà. Donc, pour avoir une vraie analyse, il faut partir vraiment historiquement de très loin. Mais c'est très intéressant ce que tu disais là. Bon, alors parmi les autres informations que nous poste le Think Post justement, hausse des tarifs des autoroutes, ça ne surprendra personne puisque c'est le cas tous les ans. Et c'est vrai, j'ai vérifié ça, ça a augmenté de 10-20 centimes. Effectivement. Pour l'autoroute A4. 1,12% en moyenne, effectivement. C'est vérifiable. Baisse de la rémunération du PEL à l'inverse, donc voilà, les intérêts baissent, les tarifs augmentent. Ça a de quoi nourrir évidemment de nombreuses discussions sur Facebook, j'imagine, puisque voilà, les gens aiment bien faire les comparaisons de prix. Vous découvrez à l'occasion que votre tomate qui était à l'origine à 1,50 franc est passée à 16 francs si on avait gardé le franc. Enfin bref, des choses horribles que nous n'avons pas connu puisque nous sommes jeunes. Et puis dernière information que je voulais vous donner, si je la retrouve, voilà, c'est la mise. Nico, quand même. Oui, mais enfin, j'avais pas l'âge de calculer le prix de la tomate, les amis. Tu calculais pas, il y avait que le franc. T'avais pas à faire les déductions en euros. T'avais pas d'argent sur toi à l'époque. C'est ça. Si t'avais 10 francs, t'achètes des bonbons. Dernière information, donc c'est la mise en ligne d'un comparateur de frais bancaires par le gouvernement, un petit peu comme il fait pour les prix du carburant. Vous savez, vous pouvez aller sur carburant.gouv.fr pour faire votre estimation des carburants. Et bien ils font la même chose maintenant avec les frais bancaires, voilà, pour toujours plus de clarté, de transparence sur ces frais. Voilà, une dernière information, je sais pas si elle amène à des réactions dans l'auditoire. Ça va pas changer grand chose, c'est comme le problème, c'est très bien qu'il y ait une comparateur de carburant voilà, pour le coup des bagnoles. Oui, non mais là c'est centralisé, c'est comme le truc pour l'essence, c'est très pratique. Mais ce qui est très drôle, c'est que ça n'a aucun effet. C'est-à-dire que ça va vous permettre de savoir si c'est moins cher là, etc. Ça veut pas dire que vous allez partir ou pas de votre banque ou quoi. Des fois c'est très compliqué. Et puis même producteurs, c'est intéressant. C'est-à-dire que eux, du coup, ils sont obligés de se caler sur un truc. Ils tirent déjà les prix vers le bas. De toute façon, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que ce que tu vas gagner chez un, tu vas le perdre chez l'autre. Donc c'est toujours. Ils sont à peu près alignés au niveau des frais. Mais au niveau du carburant, ce qui est très drôle, c'est que ça n'a aucune valeur. C'est-à-dire que normalement, le prix du carburant devrait être défini par jour. Or, aujourd'hui, il est défini par cycle. C'est-à-dire qu'il y a du soleil, hop, le prix est de manière abordable, enfin, est le moins cher de la journée. Quand vous arrivez vers le soir, je sais pas, 21h, 22h, le prix augmente. Alors, pas de 10 centimes, mais il va augmenter de 1, 2 centimes. Parce que les gens, voilà, le soir, tu peux pas aller n'importe où. Si en plus, tu as besoin d'essence et que tu fais ton plein de soir, c'est généralement, t'as vraiment besoin d'en faire. Parce que non, tu attends la journée. Donc, c'est un comparateur, mais moi, j'aimerais juste qu'on prenne, au lieu de faire des comparateurs à la con comme ça, d'arriver à non mais c'est vrai, d'arriver à stabiliser les prix pour une durée au moins de 24 heures. Alors pour les banques c'est autre chose, mais au moins pour le carburant, de pouvoir stabiliser les prix pour une durée de 24 heures. Parce que c'est complètement dégueulasse de varier les prix. Genre que le matin vous pouvez passer, ça va être tel prix, puis le soir ça va être 3 centimes au-dessus. Pour moi c'est pas logique. Et c'est pas les cours de pétrole qui changent. Parce que ce que vous avez acheté qui est dans vos pompes, vous l'avez déjà payé. Donc vous allez pas dire oui les cours sont élevés, etc. Non, en plus ils sont à la baisse. Ça n'amène pas d'autres réactions. Eh bien, nous allons passer à notre dernière partie de cette émission, le coup de projecteur, le cinéma comme marqueur social ce soir. Nous voilà de retour, donc dans Politiquement Incorrect. Nelson, c'est à toi de parler, en tout cas si tu le veux bien, puisqu'effectivement tu vas nous présenter un petit peu le sujet, puis ça mènera peut-être à un débat derrière. Oui, ça va pas être très très long à présenter, je vous rassure, j'ai vite fait poser la question. En fait, ça vient d'une analyse, d'une observation personnelle qui était qu'en dehors des milieux universitaires, il y avait quand même des classes, les films que l'on regardait étaient souvent définis par une classe sociale. Pour faire très très gros, généralement les pauvres ils vont regarder la comédie populaire style Les Bronzés 3, et les riches lui va aller voir le dernier film. Les tuches. Voilà, les tuches. Par contre, les personnes avec un haut niveau social vont plutôt aller se diriger vers des films d'art et essai, souvent de pays de l'Est, un peu austère. Donc, je me suis posé la question de savoir est-ce que c'était un effet de système réellement, est-ce que, qui était motivé par
c'est-à-dire que si on est socialement élevé, on a un niveau de culture qui est meilleur, du coup on est poussé vers ces choses-là. Si on est forcé à y être, voilà, c'est une question de paraître ou pas. Et si jamais quand on est pauvre, soit on s'y intéresse pas parce qu'on est pauvre, soit parce qu'on pense que c'est pas pour nous. Donc j'aimerais même poser cette question-là, peut-être des gens un peu plus avec un peu moins la tête dans le guidon. Donc, Alors, est-ce que le cinéma est-il un marqueur social? Baptiste, tu as une opinion sur la question? Oui, tout à fait. Non, mais déjà, je pense qu'on peut reformuler la question. C'est est-ce qu'il y a des films pour les riches et des films pour des pauvres? C'est tel que Déjà, Baptiste c'est ça. comprend. Ensuite, le problème c'est ça, c'est qu'après t'es en train de dire donc que en gros, les riches, je sais pas, on va dire quand même que les gens plus aisés, ils vont voir des films plus culturels. Pour toi, donc un film plus culturel. C'est ça en fait. Après, t'es en train de justifier complètement le côté genre art et essai du cinéma culturel défini par une culture culturelle, mais bon, culture du cinéma quoi. En gros, le truc, c'est des films qui sont pour la plupart quand même très très chiants quand même. Ah, mais quand t'as le film muet où t'entends juste des claquettes, un film en noir et blanc, le truc t'entends le bruit de la péloche avec 3 uniques jambistes en train de sauter sur place, mais forcément ça, parce c'est que le cabaret du monde, ça, non, mais, tu confonds. Non mais voilà, le truc tu vas te retrouver avec un film culturel. Mais après effectivement, on peut croire que c'est des films plus culturels, peut-être parce qu'il y a des cinémas plus spécialisés qui diffusent ça. C'est des films qui sont diffusés uniquement dans certains cinémas. Déjà, un truc intéressant, c'est que les cinémas d'art et essai, je pense que tu veux parler de ces cinémas-là. Ouais, entre autres. Nous, on a la ferme du Buisson à côté. Il y a des films très intéressants, mais il y a des films une scène nationale, c'est un peu différent. Non, mais je veux dire, ils diffusent des films qui sont moins grand public. Oui, ils en diffusent, mais c'est après, moins mainstream. Non, mais qui va les voir, ces films-là? Les riches. Ah, voilà. Mais non, mais même pas les riches, forcément. On n'est pas forcément riches. Après, ça dépend non, de mais tu feras. Enfin, moi, ce que je veux là, c'est vraiment, j'essaie de faire une dissociation entre les riches et les pauvres. Je parle pas de la classe moyenne qui, va essayer quand même de cultiver un minimum. Enfin voilà, je parle vraiment des pauvres, ceux qui, les sans-dents, quoi. Voilà, les sans-dents. Non, mais au-delà de ça, c'est pas ça. C'est que, au final, t'es en train de dire, en gros, faudrait se dire, il y a certains types un type de la population qui voudrait voir des films de divertissement. Tandis qu'il y en a d'autres qui voudraient voir des films qui en théorie visent plus haut. C'est d'ailleurs ce qu'on dit, je vais te laisser parler Olivia, c'est d'ailleurs ce qu'on dit sur l'opéra, des choses comme ça, et en parallèle, c'est ce que tu voulais dire? Et en parallèle, ceux qui vont voir les comédies, ceux qui vont voir le théâtre de boulevard, etc. Enfin voilà, il y a une distinction entre les genres culturels finalement. Bah évidemment, je pense que ça se voit. Moi personnellement, je crois à ça. Je crois qu'il y a vraiment des films pour un cinéma pour les riches et un cinéma pour les pauvres. D'ailleurs, un truc qui est assez amusant, c'est que de voir que les cinémas d'art et essai, je parle des salles de cinéma d'art et essai, ne se trouvent qu'à Paris, dans les coins plutôt aisés. Tous les coins pauvres de Paris, je prends le coin de Belleville, machin, tous les cinémas d'art et essai qui étaient là-bas ont fermé quasiment. Il y a alors le seul cinéma qui reste dans ce coin-là, c'est du coup ça appelle. C'est la question de. Attends, excuse-moi. C'est la question de l'offre et la poule, hein, de l'offre. C'est exactement ce que j'allais dire. Est-ce que c'est parce que il y a que c'est qui a commencé en fait? Est-ce que c'est les cinémas qui ont commencé à faire ça? Est-ce que c'est les riches qui se sont appropriés ces films-là, enfin cette partie du cinéma? C'est ça la question en fait. Qui a commencé ce cercle vicieux qui a créé d'ailleurs ce fossé en fait entre les deux types de cinéma. Olivia? Je pense que... Attendez, laissez-moi le temps. Tu veux souligner encore un truc? Voilà, c'est ça. Non mais je pense que les familles, enfin les personnes riches comme... Donc là, on est dans le cliché total. Hein. Ouais, riches, pauvres... On parle de cinéma. D'accord. Pardon. Oh, ça va, c'était pas pour rire. On a perdu la demain. Et non, mais donc... les personnes qui viennent des milieux favorisés ont quand même un bagage culturel beaucoup plus important que... mais c'est pas une critique, c'est un fait. Ils ont un bagage culturel plus important que les familles qui vivent dans des milieux un peu plus défavorisés. Et donc ces personnes-là ont plus de... c'est pas une question de capacité, mais ils peuvent plus facilement comprendre des films qui sont moins populaires parce qu'ils veulent peut-être dégager, soulever des problématiques que tout le monde, ou genre juste
le fait d'apprécier quelque chose que tout le monde ne peut pas apprécier parce qu'on a vécu dedans depuis qu'on est tout petit. Enfin, je veux dire, si t'as de l'argent et que t'emmènes ton gosse à l'opéra depuis qu'il est tout petit, il va aimer ça et il va prendre du plaisir à y aller plus tard. Alors que si ton enfant, tu l'emmènes pas là-bas et que tu l'emmènes plus tard, il va trouver ça super ennuyant, tu vois. Donc il y a cette espèce aussi d'intérêt que ces familles ont ou pas pour des cinémas plus ou moins d'auteur, ou je sais pas comment vous dites. Ouais, cinéma d'art et essai, oui. Voilà. Pardon, c'est le point de vue qui est aujourd'hui développé en sociologie pour montrer que effectivement, je sais plus la fin de ma phrase. Moi, je répète, effectivement, ça va revenir, tu vois. C'est ce que défend les sociologues, une grande partie des sociologues aujourd'hui, pour montrer. Effectivement. T'allais le dire, donc je savais. Hein. Voilà, qu'Olivier a raison. Bref, Nelson, tu voulais... C'est pas raison ou pas, au final, en gros, c'est redéfini, c'est quoi la culture. C'est-à-dire qu'en gros, il y a des films très très cons, et il y a des films pour des gens plus intellos. Alors qu'il y a des films, il y a des, si tu veux, mais ça, c'est un peu... mais c'est pas ça, c'est qu'il y a des sujets qui sont traités autant par un film de divertissement, mais... Non, mais attends, regarde, je prends un exemple, ça va te plaire en plus. Tu vois, il y a des films... tu vois, il y a des films, genre, je prends... gros divertissement, tu prends, je sais pas, Mad Max ou un truc comme ça. Tu vois, bon, le film en soi, c'est la comédie, enfin, c'est pas la comédie, c'est le film, le blockbuster populaire, machin. Tu te doutes bien que le connard du 16e, le mec, il passe sa vie dans les musées, etc., dans les apparts parisiens, etc., il va pas aller voir Mad Max. Mais bien sûr que si. Alors justement, dans l'autre sens, c'est pareil. Moi, et pourtant, laissez-moi finir, vous êtes chiant, là. Non, et puis, en plus, déjà, non. Je me dis pas bien sûr que si, alors que non. Je suis pas d'accord. Non, mais attends. Je suis pas d'accord. Oui, mais continue. Ce mec-là, il va se dire, quand même, bon, ouais, je vais voir une couillonnade, ça va me faire plaisir, etc., etc. Sauf que derrière ces films, tu vois, il y a quand même une culture populaire qui est développée. C'est bien pour ça que ça s'appelle culture populaire, mais c'est une culture qui n'est pas celle considérée par les élites. Oui, évidemment, t'as des exceptions. Mais c'est pas des exceptions. C'est-à-dire que ces personnes-là, elles peuvent aller voir Mad Max pour genre juste se divertir. Ouais, mais elles n'iront pas. Mais si, elles vont y aller, sauf qu'à côté de ça, elles vont aller quand même au cinéma pour voir d'autres types de films. Contrairement à d'autres personnes qui vont se diriger que vers cette... Attends, je vais te prendre un exemple. Tu vois, enlève un exemple. Qui va te plaire, celui-là. Non, mais genre, j'ai bossé au Balzac, qui a un cinéma d'art et essai à Paris. Tous les films qui passaient, il n'y avait pas un seul qui était divertissant. C'était que des films un peu chiants, des films d'art et essai. Non, c'était même pas que c'était chiant, tu vois. Pourtant, il y en avait des biens. Mais c'était des films... Tout le raisonnement tombe à l'eau. C'est pas la question, c'est pas de savoir si le film est bien ou non, c'est juste qu'il y a des films, tu vois, de l'extérieur, tu sais que c'est un film d'art et essai déjà, et tu sais qui va aller le voir. Tu vois, moi, si je suis un pauvre, je vois un film avec un pauvre Bruce Bay dans la campagne en train de tirer un âne et faire des trucs chelous, je me dis, c'est pas pour moi, tu vois. Je vais pas comprendre, ça va être long, ça va être chiant. Mais c'est pas qu'ils vont pas comprendre. Tirer un âne. Pardon, je comprends. Non mais je me dis comment il est venu il en est arrivé là. Non mais excuse-moi, c'est moi qui est... C'est pour que vous ayez une image. Ah bah je l'ai bien là, oui. Mais après c'est des trucs préconçus, c'est des idées, tu vois, qui sont là, ouais, mais qui fonctionnent, mais c'est des idées que selon ton raisonnement, ce sont des idées où au final personne ça peut jamais se croiser. C'est-à-dire si moi je suis public pour Mad Max, je vais jamais aller dans un musée. Alors qu'un mec qui va dans un musée, il ira jamais voir Mad Max. Est-ce que t'as déjà été dans un musée, Baptiste ? Bien sûr. Combien de fois ? Je t'emmerde. Voilà. Donc là, tu donnes raison à Nelson. Non, je donne pas raison à Nelson. Si t'étais voir Mad Max, t'as pas été dans un musée. Non, mais après, j'ai pas l'occasion. Combien de fois t'as pas envie, surtout ? Si, j'ai envie. Moi, j'ai pas l'occasion. Ça me fait chier, le musée. Si tu veux, je suis honnête. J'ai juste la flemme. Mais pourtant, ça me dérangerait pas d'y aller. Oui, mais c'est pas une envie. Non, mais je le fais pas. Non, mais le cinéma, t'y vas, t'as envie. Selon le raisonnement de Nelson, le mec n'aurait pas envie. Ces personnes-là. Non, c'est même pas qu'il aurait pas envie, c'est qu'il va se dire c'est pas pour moi. Il va dire c'est... le mec qui va voir les tuches, tu veux... Enfin, le mec qui va aller... Forcément, moi, bienvenue chez les ch'tis, c'est pas mon délire. Oui, mais c'est de ça que je parle. Tu sais, les mecs qui vont voir les tuches... Non, mais si, ça m'énerve. Si, s'énerve, là, on voit. Non. Bref. Quoi Non, mais le mec qui va aller voir les tuches, il va aller pas... Enfin, il va pas aller voir le dernier film d'Anouchka Pic, tu vois. Enfin, il y a quand même, selon moi, un effet de système. Maintenant, j'attends que vous me prouviez vraiment que... Non, mais je pense qu'il y a... Au-delà de ça, il y a sûrement un effet de système. Et en plus de ça, c'est vrai qu'à force de redire ce genre de... Non, mais c'est pas un reproche. Mais c'est effectivement, c'est à force de redire ce genre de réflexion, d'idées, ça renforce le mouvement, en fait.
Non, mais c'est aussi... Si tu fais un film d'arrêt d'essai en essayant de le rendre plus accessible justement, à nous la en parler, populace, de on le va dire, c'est quand même dire qu'il y a un problème, si tu veux. Et je suis persuadé que derrière ça, les mecs qui font ces films, ils se disent, ouais, c'est pas pour les 4 connards, tu vois, moi je fais un film qui est intelligent, tu vois. Je suis persuadé que derrière, il y a cette sorte de violence symbolique faite justement pour Je être pense vue que par une élite. c'est volontaire en fait. Ils font un film vraiment pour une partie. Pour une partie de la société, ouais, clairement. Pour une partie de la société. Et puis ça se voit, hein, tu regardes dans les cités, jamais ils mettront un film d'arrêt essai. Ils feront des Non, mais il y a démarches des de films sensibilisation. Il y a quand même des films très Avec bien des films faits de qui sont patrimoine. comme ça. Des films de patrimoine pour enfants, machin, etc., etc. Mais des films vraiment pointus d'arrêt essai, tu les verras jamais. Bah, c'est quoi pour toi la RSC aussi parce que... Bah, je sais pas. Film Parce que si c'est La pour vie voir- d'Adèle. Non mais la vie d'Adèle c'est pas de la RDC, la vie d'Adèle surtout. C'est très loin d'être de la... C'est un Non, blockbuster. hein, c'est un blockbuster d'auteur. Voilà. c'est- En gros, si on veut Enfin, voir des plus films ou d'auteur, moins- faut aller au festival de Cannes, quoi, c'est ça? Et encore. Et encore, ouais, non, mais t'as plein de petits festivals, machin. Faut, mais, faut aller dans vraiment les petits festoches bien Dans les relous, petites mais salles pas les, parisiennes. mais pas les petits festivals, pas le Les petits festival. festivals. Ouais, il allait dire les festivals. mais il y a un truc en Les plus. petits festoches de courts-métrages et d'amateurs. Dans un truc vraiment d'auteur, là, tu vas te faire chier par contre. hein. Ah. Mais moi, quelque part, faut que je parle. Non, j'ai l'impression. Alors, enfin, tu m'arrêtes pas, mais tu me diras si j'ai tort. Mais j'ai l'impression qu'on essaye de colorer quelque chose. Moi, la distinction que je fais de base, c'est que j'ai l'impression qu'il y en a dans le cinéma qui sont peut-être pas des cinéphiles, mais en tout cas ceux qui s'intéressent au cinéma et qui alors que forcément dans la majorité on va rien voir, il va dire ah mais si dans ce film tu comprends pas, il y a une réflexion sur le truc, dans les films d'auteur il y a une réflexion là-dessus, etc. T'as pas compris, etc. Moi ces gens-là me barbent. Parce que je veux bien, moi je prends beaucoup de plaisir à écouter Baptiste et Nelson, parce qu'ils expliquent les films, ils disent pourquoi selon eux c'est pas bien, c'est mal fait, parce qu'il y a des problèmes de montage, ou que le film est pas bien parce que l'acteur joue mal, il y a des choses comme ça très intéressantes. Et Ou que le scénario est mal écrit. Et ça, non mais ça je l'entends et je trouve ça intelligent. Mais ceux qui me disent oui dans les films d'auteur, moi des fois le film d'auteur, je sais pas, il y a des films que je trouve chiants, je sais pas si c'est des films d'auteur, mais je les trouve chiants. Et t'en as toujours un par exemple dans les médias qui vont arriver. Oh ce film, c'est une image du truc, c'est une métaphore de la beauté. Il y a des trucs, ils partent dans des délires complets et ça me saoule. Et ma question est de savoir si le fait de raisonner comme ça entre ceux qui se prennent pas la tête et qui prennent le film pour ce qu'il est, c'est-à-dire un film, et ceux qui vont chercher par-delà le film ce qu'il peut y avoir, est-ce que cette différence-là, par exemple, un mec qui va me faire chier et moi, est-ce qu'il y a une différence sociale là-dessus? C'est ça, à mon avis, la question qu'il faudrait poser, c'est de savoir entre ceux qui se prennent la tête et qui voient dans des films d'auteur des choses que soi-disant nous on n'aurait pas vu parce qu'on n'est pas initié, patati patata, est-ce que je suis en face d'un riche ou d'un pauvre? Et j'ai l'impression souvent que c'est pas forcément des riches qui ont des populations aisées. Bon, après c'est difficile de faire le curseur mais en tout cas, est-ce que c'est forcément des riches qui arrivent à trouver des choses dans des films que la majorité vont trouver chiants? C'est la différence d'ailleurs entre la critique cinéma et la critique des spectateurs, souvent, où les spectateurs génial, et puis il y a les critiques, ah non, c'est de la merde, patati patata. J'aimerais savoir si cette différence-là, elle est économiquement fondée. Et là, j'ai pas de réponse. Hein, Nelson, Non, ceci, cela, patati patata, et etc. Puisque moi aussi je peux me foutre de ta gueule, Marc. Patata, non, peut-être. Je ne Et sais si, pas. et il y a le voilà. Exactement. Nelson, tu faisais répondre Oui, donc à Marc. alors, maintenant, on va réfléchir au gars qui est en train de te parler. Non, mais tu comprends pas, il y a une réflexion métaphysique. Je te parle de ce con-là, justement. Donc, ce connard-là, quand il te parle, à ton avis, qu'est-ce qu'il pense? Je suis un Il se connard. dit, Il y a des films pour les connards c'est et des bon, films... je suis plus intelligent Mais que c'est de la lui, masturbation intellectuelle, non mais ça C'est de c'est la clair. Mais oui, mais Oui, Moi, c'est c'est de plus ça que Attends, je putain, remarque. laisse-moi finir. Et lui, dans sa tête, il s'élève socialement, tu vois. Il est plus élevé que toi, tu vois. C'est-à-dire qu'il dit, je suis plus intelligent, j'ai plus de connaissances, j'ai plus de trucs. Tu vois. Plus de couilles. Non, il se dit d'un côté, putain, je suis Bienvenue meilleur que sur lui. la soirée Jackie. Pardon Nelson, je suis désolé. Et oui, non, mais t'as raison. Fais ton bise dans ton coin, là. Bref. Sors ta bite du placard, par contre, parce que là, c'est n'importe quel. Attends, Nelson reprend. Et socialement, C'est vite. c'est une façon de s'élever socialement. C'est-à-dire, je crois que j'en avais déjà parlé avec Non, mais- Olivia de ça. C'est-à-dire que on t'a fait comprendre que si tu t'élevais culturellement, tu t'élevais socialement en même temps, si tu veux. Ouais, mais c'est pas tout le temps. Je pense pas que ce soit tout le temps C'est vrai, pas tout le ça, temps. Nelson. Ouais, non, je Mais pense il y a pas, quand même c'est une moins en moins vrai. forme comme ça. C'est-à-dire que toutes les personnes qui vont aller voir, même si le film est chiant, qu'ils ont rien compris, vont dire il y a une démarche. Ou pareil chez les musiciens, il a un univers. Tu vois, c'est la même chose. Mais par exemple, je prends un exemple tout simple. Tu vois, que vous m'avez dit, j'avais pas vu, je suis un profane. Forrest Gump. Moi, j'ai trouvé le film génial. J'ai trouvé ça super. Mais de là à dire que c'est un pur chef-d'œuvre, j'entends ça, j'avais regardé les critiques, c'est un pur chef-d'œuvre, patati patata. Moi, je vois pas pourquoi, selon moi, ça serait un chef-d'œuvre. Y a pas ce grain de magie, je sais même pas d'exemple, donc je peux pas vous dire. Mais
je vois pas jusqu'à où on peut dire que le mec, le connard en face de moi va me dire bah si c'est un chef-d'œuvre parce que ceci, parce que ça. Je trouve que c'est un bon film, mais c'est pas de là à dire que c'est un chef-d'œuvre. Je comprends pas comment on peut le dire, si vous voulez. Olivia. Mais voilà, c'est parce que on va dire que tu t'y connais pas au cinéma. Et voilà, elle est repartie. Tu joues la personne qui est en face de moi, tu t'y connais pas. Mais non, mais tu peux apprécier un film comme on te le donne, comme tu dis, et t'as raison. Mais après, il y a d'autres personnes qui vont voir dans le film la manière dont il est filmé. Non, mais ça j'ai été d'accord avec eux. entre le ressenti et après la technique. Non, mais ça c'est autre chose. Ça, c'est autre chose encore. C'est un tout. Oui, non, mais moi je te parle juste de t'as des films très bien faits, mais qui ne sont pas techniques. Moi je te dis, la critique de Baptiste et Nelson, je trouve ça fondé parce qu'il y a une réflexion sur les acteurs, sur les rôles, sur même la musique. Je trouve ça intéressant et même sur le montage. Justement, ce que tu disais, je suis d'accord avec ça. Moi je te parle vraiment du type qui va essayer l'impression de colmater ses lacunes en technique en me disant que ce film-là c'est un chef-d'œuvre parce qu'il y a une espèce de romance derrière qu'on peut pas forcément comprendre, etc. Il va dire du coup c'est un chef-d'œuvre. Tu vois, c'est ça que je comprends pas. Titanic par exemple, on me sort c'est un chef-d'œuvre. Moi je me fais chier. Tu vois le film est bien quand même. C'est juste pas le public. Maintenant, il y a après, t'as aimé, t'as pas aimé. Mais moi, il y a un truc qui est derrière, c'est que les personnes qui vont dire que le film d'auteur est génial, c'est les personnes qui mettent le côté affectif que t'as pour le film de côté. C'est-à-dire que le film, même s'il a pas aimé, il va essayer de comprendre, tu vois. Il va se dire, voilà, machin. C'est en fait, c'est là où c'est pourri. Tout ce que tu peux aimer dans un film, la magie du truc, tu vois, c'est vraiment mis de côté. Et ça, c'est un truc qui est un peu dommage, si tu veux. Enfin, moi que je trouve dommage, et qui est fait aussi qui contribue aussi au fait de pouvoir mettre un certain public de côté. Olivia ? Non, c'est bon. Mais bien voilà. Ce sera le mot de la fin. Merci messieurs dames pour ce débat très intéressant autour effectivement voilà, le cinéma. Est-ce que c'est un marqueur social ? Est-ce que il y a un cinéma pour les riches, un cinéma pour les pauvres ? On a compris qu'il y avait beaucoup de questions, quelques réponses et quelques points de vue bien sûr dans ce que vous nous avez dit, mais le débat reste ouvert et on invite bien sûr nos auditeurs à le poursuivre sur les réseaux sociaux s'ils le désirent. Avant de nous quitter, je vous rappelle, oui non je sais c'est la voix, c'est horrible. Je vous rappelle que vous pouvez voter pour les Rec Awards. Vous allez sur le site de la radio et vous pourrez élire votre groupe préféré en vue de la finale qui se déroulera très prochainement en soirée à la maison de l'étudiant. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur radio-rec.fr. Comment pardon Toujours le même principe, si tu parles, les gens t'entendent, mais voilà. Un petit coup de pub. D'accord. C'était bon. Et les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, bien sûr, pour nous rejoindre. Merci Nelson d'avoir été avec nous ce soir. Merci à toi Nico. Merci Marc également. Merci à toi Nico. Effectivement. Marc. Merci à toi Nico, effectivement. Voilà. Non mais Marc, je te dis, les etc, les ceci, cela, c'est pareil, c'est de même niveau, voilà, c'est facile. Si tu me le dis, je te le dis. Il faut que nous corrigions. Oui. On va se faire un petit. Je vais essayer de te prendre un peu d'effectivement et de voilà, et je vais te filer les ceci, les machins, ceci, cela, là, tu vois quoi. Les saucisses sont secs. Allez, merci. Alors, à l'antenne. Merci Baptiste. Bah non, on n'a pas remercié la fin de l'équipe. Merci Baptiste. La fin de l'équipe. De rien. Et merci Olivia. Voilà, pardon. Merci à vous. Merci pour cette première. Olivia, que j'ai trouvé très pertinente pour le coup. Je n'en doutais pas. C'est le pour le coup. C'est bien qui est intéressant. C'est bien qui est pour le coup. Je m'attendais pas. Celle-ci, elle est balèze quand même. Eh ben oui, Nico. Comment tu peux dire ça alors que ça fait des mois qu'on veut qu'Olivia participe à cette émission? Oui, j'aurais. Voilà. Mais justement, on l'a fait venir parce que chaque fois, il était là en train de barguiner dans sa barbe. À chaque fois, oui, peut-être ça, vous avez tort, puis il venait jamais le dire. Ça y est, maintenant, c'est lancé. Olivia, combien de fautes d'orthographe dans les mots, enfin d'orthographe, n'importe quoi, combien de fautes de vocabulaire ce soir dans l'émission? Non, selon le niveau d'ICO, parce que... Elle a pris des notes, apparemment. Non, mais par contre, pour la réforme de l'orthographe, on en reparle la semaine prochaine. Hein. Voilà, tout à fait. La semaine prochaine, la réforme de l'orthographe, c'est au programme. J'en profite, tiens, pour dire, si nos auditeurs, les réguliers comme ceux qui nous écoutent, voilà, sur cette émission, n'hésitez pas. On va parler dans les prochaines semaines du Burundi. Marc nous en parlera. On va parler évidemment des élections aux États-Unis. Là, actuellement, ce sont les primaires. N'hésitez pas, si vous êtes spécialiste, à venir nous poser des questions, à venir ou à nous le faire via les réseaux sociaux, des questions, à participer à l'émission. N'hésitez pas
à l'image d'Olivia ce soir qui est venue. On va parler également des horaires d'ouverture des bibliothèques universitaires. Vous le savez peut-être, des horaires de plus en plus tardifs sont prônés par le gouvernement. Ne me demande pas qui, Marc, je pourrais te répondre. Thierry Mandon et Najat Vallaud-Belkacem. C'est toujours Nelson, mais là j'aimerais que ce soit Marc. Et puis on parlera, on l'avait annoncé, droit et institutions, et également de l'immigration. Tout ça, on le met de côté, et n'hésitez pas à nous poser des questions, à nous proposer des sujets pour cette émission. On vous souhaite de passer une très belle soirée. On vous dit très vite sur Radio Rec. On serait cru sur la météo là. Bisous. Bonne soirée, à demain. Des bisous.